Bonjour, bienvenue. Mon nom c'est Isabelle Dugré. Je suis conseillère en prévention pour ASP Construction. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter les principales modifications qui ont été apportées au Code de sécurité pour les travaux de construction. En effet, depuis le 16 juin 2023, la sous-section 221 du Code de sécurité pour les travaux de construction est maintenant en vigueur. Dans cette sous-section, on va retrouver essentiellement les obligations et les mesures à prendre pour éliminer les sources de bruit ou diminuer l'exposition au bruit des travailleurs sur les chantiers de construction. Avant d'embarquer directement dans la réglementation, prenons un petit 30 secondes pour regarder deux questions pour se mettre dans l'ambiance, là, le bruit. Alors, première question. Vrai ou faux? Les seuls effets du bruit sur la santé sont la perte d'audition et les acouphènes. Oh, vous aviez raison de répondre faux. Plusieurs autres effets sont attribuables à l'exposition au bruit. Deuxième question. L'exposition à des niveaux de bruit élevés augmente le risque d'accident du travail. Vrai ou faux? C'est sûr que c'est vrai. C'était même comme peut-être un des éléments que vous aviez anticipé en répondant à la première question. Mais qu'en est-il du bruit exactement au Québec, dans nos milieux de travail? Donc, dans le tableau que vous voyez présentement à l'écran, on voit une augmentation très significative du nombre de dossiers acceptés à la CNSST pour des troubles de l'oreille. Seulement qu'en 2021, 86,1 des dossiers acceptés pour maladies professionnelles étaient associés à un trouble de l'oreille ou de l'audition. Plusieurs éléments factuels, recherches scientifiques sont derrière les modifications réglementaires qui étaient vraiment rendues nécessaires. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire de ces modifications? En même temps que la sous-section 221 est en vigueur au Code de sécurité, la réglementation concernant les établissements, donc le règlement sur la santé et sécurité du travail, a aussi été modifié et les modifications ont été faites en harmonisation, c'est-à-dire que c'est les mêmes obligations, on fait juste tenir compte de certains ajustements compte tenu des postes de travail temporaires sur un chantier par rapport à des postes de travail fixes en établissement. Donc, dans les deux cas, on a réduit de façon significative les valeurs limites d'exposition. Là, c'est ça le VLE. Les valeurs d'exposition ont été abaissées à 85 dBA en moyenne pour 8 heures. On verra un petit peu de détails là, tantôt. La même chose, en même temps qu'on a modifié les valeurs limites d'exposition, donc passé de 90 à 85, on a aussi changé le facteur de bisection, c'est-à-dire le facteur de doublement de l'exposition au bruit. Et ça aussi, c'est un élément important qui vient réduire l'exposition, donc améliorer la prévention de la santé auditive. Et un autre élément majeur, c'est que lorsque le port de protecteur auditif sera requis, là, c'est ça le PA là, que vous voyez dans la diapositive. Donc, lorsque le port de coquille ou bouchon sera rendu nécessaire, l'employeur doit donner une formation aux travailleurs qui vont utiliser la protection auditive. Donc, voici le nouveau tableau des valeurs limites d'exposition au bruit. Donc, si on le regarde un petit peu plus proche, on voit apparaître donc dans la colonne de gauche le niveau de pression acoustique continu équivalent. Donc, c'est quoi le niveau de bruit? 80 exprimé en décibels. Donc, 85 pour 8 heures. Et on voit, quand tantôt j'ai parlé le facteur de bisection, le facteur de doublement, bon, si on regarde 8 heures, et, ben, si le niveau de bruit pour 4 heures, il est à 88. Le niveau de bruit pour 2 heures, il est à 91. Donc, pendant qu'ici, on diminue, ici, on va doubler, en fait, on va le faire par bond de 3, là, c'est l'idée du facteur de bisection. Donc, ces deux éléments-là ont été changés. La ligne en verte a été changée, mais dans la colonne de gauche, avant, on faisait des bonds de 5. Maintenant, on va faire des bonds de 3. Donc, l'intensité va être doublée à chaque hausse de 3 décibels. Voyons un exemple concret.
Prenons un camion le bruit du camion, à X distance du camion, on mesure 85 décibels. On a deux camions et, par exemple, les oreilles seraient placées exactement à la même distance des deux camions. Donc, j'ai doublé mon affaire. Je suis à 88 décibels. Et là, si je double encore, donc je passe de deux camions à quatre camions, je vais arriver à 91 décibels. Qu'est-ce que ça représente, ces changements combinés de diminuer la valeur limite d'exposition et aussi de modifier le facteur de bisection? Prenons le bruit que va faire le travailleur ici qui est en train de percer dans le sol avec une perceuse à percussion. Il est en train de rentrer la petite tige métallique ici là pour tenir le contreventement. Fait que écoutons ce qu'il entend. Donc, si on va mesurer le bruit auquel est exposé le travailleur, on a une mesure du bruit de 85 dBA, par exemple. Donc, avant le 16 juin, 95 dBA, donc la valeur limite d'exposition, le temps maximum exposé à 95, c'était pas plus que 4 heures. Depuis le 16 juin 2023, en diminuant la valeur limite d'exposition et en modifiant le facteur de bisection, ce même travailleur ne peut pas être exposé à plus que 47 minutes dans toute sa journée à 95 dBA. Fait qu'on voit que ces modifications, oui, vont mieux protéger les travailleurs certainement, mais ils vont avoir un impact aussi sur toute l'organisation du travail. Comment ça fait de bruit ces affaires-là? Donc, prenons quelques données peut-être pour vous repérer. Alors, prenons le charpentier de menuisier qui fait principalement de la charpente de bois. Ben, de manière générale, la Commission de santé et sécurité du travail du Nord-Ouest et du Nunavut a publié ce tableau et de manière générale, on peut s'attendre que les menuisiers qui font la charpente de bois sont exposés en général à 91 décibels. Prenons conducteur d'équipement, opérateur d'engin de terrassement, qu'on dirait. 91 décibels. Peut-être que vous retrouvez votre activité là, dans ce tableau, là. On en pointe quelques-unes pour vous. Le soudeur, exposé à 94 décibels. Fait que là, ouais, vous avez raison de faire peut-être les grands yeux, vous dire oh, wow, 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 hey, moi, 85, j'y suis pas, là, tu sais. Si on regarde maintenant l'utilisation de certains outils ou équipements, le tableau que vous avez là provient de la CSAO, là, donc de l'Ontario. Et vous voyez différents types d'équipements, peut-être que vous pouvez repérer ceux que vous utilisez souvent. Mais par exemple, l'appel, donc à proximité de l'appel, dépendamment de la grosseur de l'appel ou de la tâche, 85 à 104 décibels. La scie à béton. Hein. Donc, on voit que plusieurs métiers puis plusieurs équipements utilisés dans notre industrie amènent une surexposition des travailleurs au bruit. Maintenant, dans la sous-section 221 du Code de sécurité, donc on a les obligations de l'employeur, quelle gradation des mesures il doit prendre, comment on va faire pour identifier. Fait que c'est ce qu'on a mis un peu en graphique pour vous. Donc, l'employeur, il y a deux moments où il devra poser des actions. Le premier moment, c'est au moment de la planification des travaux et il devra aussi poser d'autres actions au moment de la réalisation des travaux. Regardons la première phase, planifier les travaux. Je suis avant que ça commence. Donc, l'employeur, au moment de la planification des travaux, il a l'obligation de venir identifier les situations à risque de dépasser les valeurs limites d'exposition. Donc, certainement qu'il y en aura. Alors, une fois que la situation a été identifiée, l'employeur, au moment de la planification, doit mettre en œuvre des moyens raisonnables pour éliminer le bruit ou réduire l'exposition au bruit. Ça peut se faire, par exemple, parce que là, je suis dans la phase de planification, ben, si j'ai des outils bruyants, des équipements moins bruyants que soit je dois acheter ou que je dois remplacer, ben, l'employeur doit choisir des équipements ou des outils qui vont produire moins de bruit que ce qu'il y avait au moment où il y aura besoin de les remplacer. C'est par exemple des moyens raisonnables. L'employeur va aussi prévoir quelle autre mesure qu'il va prendre pour réduire l'exposition au bruit, que ce soit par éloignement, que ce soit par encoffrement,
Bref, on va voir un peu de détails dans quelques instants, mais les mesures que l'employeur va prendre au moment de la planification des travaux doivent être aussi ajoutées au programme de prévention. L'employeur pourrait aussi se servir au moment de la planification des travaux de rapports de mesurage qui ont peut-être déjà été faits et venir ajouter ces rapports de mesurage au programme de prévention. Mais pendant la phase de réalisation des travaux, l'employeur doit s'assurer d'évaluer l'exposition des travailleurs pendant la réalisation des travaux. Évaluer l'exposition des travailleurs, c'est évaluer le risque. Est-ce que j'ai des travailleurs qui sont à risque d'être surexposés? C'est ça, évaluer l'exposition des travailleurs. Le législateur au Code donne 3 façons d'évaluer l'exposition des travailleurs sur un chantier de construction. La première façon de faire, ça serait d'aller, une fois que j'ai identifié une situation à risque, d'utiliser un mesurage normé. Donc, c'est-à-dire un mesurage fait par une personne compétente dans les règles de l'art. Puis, on va avoir une exposition qui va être mesurée sur toute la journée de travail. Un rapport de mesurage va être fourni. Ce rapport doit être fourni aux travailleurs, être ajouté au programme de prévention. Ça, c'est une des mesures pour évaluer l'exposition du bruit. Mais le mesurage normé dans la construction n'est pas obligatoire. C'est une des 3 mesures. 2 autres options qui s'offrent à l'employeur pendant la réalisation des travaux, c'est pour identifier les situations à risque de dépasser les valeurs limites, c'est d'utiliser un sonomètre intégrateur de type 2 ou d'utiliser un dosimètre pour aller prendre une mesure ponctuelle d'une situation de travail. Et si on s'aperçoit avec une mesure ponctuelle de la situation de travail, wow, on est à risque de dépasser les valeurs limites, l'employeur doit fournir des protecteurs auditifs en attendant de mettre en place des mesures raisonnables pour diminuer l'exposition au bruit. La troisième façon d'évaluer l'exposition des travailleurs, parce que j'ai des travailleurs qui sont dans une situation à risque de surexposition, c'est par une mesure extrêmement simple qui nécessite aucun outil, aucun appareil et aucune connaissance scientifique particulière. Ce truc si facile, c'est est-ce qu'à une distance de 1 bras, est-ce qu'à une distance de 1 mètre, on doit surélever la voix pour bien communiquer? Si à une distance de 1 bras, à une distance de 1 mètre, on doit parler plus fort pour se parler, c'est une situation à risque de surexposition au bruit. L'employeur a donc une obligation de fournir le port de protecteur auditif aux travailleurs à risque d'être surexposés en attendant la mise en œuvre des moyens raisonnables. Il y a une 4e situation de travail pour laquelle le port de protecteur auditif est obligatoire. Donc, les 3 premiers, c'est est-ce que je suis une situation à risque? La 4e situation pour laquelle le port de protecteur auditif est obligatoire, c'est en présence de bruits impulsionnels. Donc, dès qu'il y aura des bruits d'impact, bang, bang, tang, tang, le port de protecteur auditif est obligatoire. Et une des particularités qui est apparue dans cette sous-section, c'est que si le port de protecteur auditif est obligatoire, l'employeur a l'obligation d'offrir une formation théorique et pratique sur les risques d'exposition au bruit, les moyens de le réduire et comment bien porter le protecteur auditif, comment l'ajuster, comment l'entretenir. Donc, il y a maintenant une formation qui est obligatoire pour les travailleurs à partir du moment où l'employeur oblige le port du protecteur auditif. Sur cette image, c'est d'abord une image qui a été produite par la CNESST. C'est un tableau qui résume les principales modifications qui sont apportées au règlement sur la santé et sécurité du travail, donc qui touchent les établissements. Donc, ce que moi, je viens de vous présenter là, avec les 2 petits diagrammes, ça s'applique sur les chantiers de construction, mais les employeurs de la construction, quand ils œuvrent sur le chantier, c'est le code qui va s'appliquer, mais dans vos établissements, le règlement sur la santé et sécurité du travail va s'appliquer. Donc, en gros, les principales différences entre le chantier puis votre établissement, c'est qu'en établissement, l'employeur il a l'obligation d'identifier les situations à risque, de mettre en œuvre des moyens
pour éliminer le bruit. Donc, identifier les situations à risque, puis prendre les moyens, ça peut se faire lors de l'agrandissement, de l'aménagement, de la réorganisation des postes de travail. Ça va se faire lors de l'achat, du remplacement ou du changement d'une machine ou du déplacement d'une machine ou d'un équipement. Dans tous ces cas, en établissement, un mesurage normé, selon la norme CSA ou ISO, c'est exactement les mêmes normes qu'on a au Code de sécurité, mais le mesurage normé est obligatoire en établissement. C'est une des grandes différences. Et puis, ben, ce mesurage-là, il va être refait régulièrement en fonction des changements d'aménagement, de changements d'équipement ou à chaque 5 ans. Donc, mesurage normé, c'est quoi ça, mesurer le bruit? Alors, on a vu sur les chantiers, le mesurage normé n'est pas obligatoire, hein. Le risque pendant la réalisation des travaux, il peut s'évaluer par la distance d'un bras, avec un sonomètre pour faire une mesure ponctuelle d'évaluation. Mais le mesurage normé comme tel, donc le législateur est venu apporter de bonnes précisions là-dessus. Il doit être fait avec des appareils aussi performants et donc certifiés par la CSA Z107.56 ou la ISO 9612. Mais qui va faire ce mesurage? Ce mesurage doit donc être fait par une personne compétente. Et le code est venu apporter les précisions et on a la même précision là, au RSST. Donc, le mesurage normé doit être fait par un professionnel en hygiène ou un technicien, une technicienne en hygiène du travail, ou bien quelqu'un qui a une formation spécialisée en acoustique, ou quelqu'un qui, par compagnonnage, par accompagnement, est capable de démontrer qu'il maîtrise les règles de l'art relatives au mesurage. Comment choisir les appareils, comment calibrer les appareils, comment faire la lecture des appareils, comment rédiger les rapports, comment interpréter les rapports. OK. Fait que le mesurage normé doit se faire dans ces conditions. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire sur un chantier. Ça peut se faire. Peut-être certains postes de travail, ça va devenir raisonnable de le faire, mais compte tenu de la grande mobilité puis du caractère temporaire des postes de travail ou des postes d'exposition, c'est souvent une des deux autres mesures là, que vous allez utiliser le plus souvent. Une fois que la situation à risque a été identifiée, l'employeur doit mettre en place des mesures pour réduire l'exposition. Donc, sur la diapositive que vous avez à l'écran, c'est la hiérarchie des mesures de prévention. Plusieurs parmi vous êtes déjà familiers avec cette pyramide là, dans ce modèle ou un autre modèle. Mais le premier objectif à viser, est-ce que ça serait possible d'éliminer à la source le bruit, avoir vraiment moins de bruit en partant? Est-ce que si je change ma méthode de travail, je remplace mon outil par un autre qui fait le même job, mais moins bruyant? Une autre méthode qu'on peut prendre si le choix d'outils, c'est pas performant, ça peut être d'empêcher le son de se propager de différentes manières, hein. C'est la notion de contrôle technique. L'employeur aussi doit sensibiliser le personnel, les gens exposés ou les gens aux achats ou les gens à la planification des travaux. Donc, c'est quoi le bruit? C'est quoi les effets du bruit pour aider les personnes qui vont vivre de relatives contraintes à accepter de vivre avec les contraintes ou les changements, appelons ça comme ça, là, apportés par l'application de la réglementation. L'affichage, la formation des travailleurs, ça fait partie des mesures administratives. Et qu'on arrive dans la fine pointe de notre pyramide, le port de protecteur auditif là, va souvent être nécessaire. OK. Mais on ne pourra jamais commencer, c'est comme pour n'importe quel autre risque, on ne peut pas commencer par en bas dans notre pyramide. On va tout le temps essayer d'aller des mesures des plus efficaces aux moins efficaces. On présente ici là, deux exemples, là, deux exemples extrêmement simples sur les contrôles techniques, là, changer d'outil. Par exemple, couper la tige d'acier d'armature, on peut le faire avec la découpeuse à disque, là, le petit moteur thermique, le bruit que le moteur fait, puis le bruit du disque là, sur l'acier. Et on peut faire la même tâche, venir couper de l'acier, mais avec un autre outil de coupe. Puis en plus, on va avoir plusieurs gains. En changeant ça, on est en train de contrôler le travail à chaud. Un autre exemple, remplacer un moteur thermique par un moteur électrique. On va avoir la même tâche, on va avoir beaucoup moins de bruit. La CNESST a rendu disponible sur son site Internet un outil qui s'appelle la calculette
pour aider l'employeur au moment de la planification des travaux ou en phase de réalisation des travaux quand on s'aperçoit que les travailleurs vont être surexposés. C'est un outil web qui permet de venir indiquer quelle tâche va être faite, quel est le niveau d'exposition et quelle sera la durée de l'exposition, par exemple. Fait qu'on a mis une situation hypothétique là, pour vous à l'écran. Donc, une activité de fileter les tuyaux, faire des filets sur les tuyaux. L'exposition pendant l'activité filée est de 89 dBA, puis une personne va être exposée pendant 4h30 à cette tâche-là, puis son collègue va être exposé pendant 1h30. Dans la journée, leur autre tâche, ça serait, de façon hypothétique, aller installer les tuyaux. Et donc, cette tâche-là ferait 81 dBA. Et donc, une personne va être exposée pendant 3h30, une autre personne pendant 6h30. Ça, c'est les données que vous devez avoir pour entrer dans la calculette. Donc, vous voyez ici sur le site Internet, là, je vous amène directement sur le site Internet de la CNESST. Et donc, c'est ça que vous voyez apparaître à l'écran. C'est quoi la situation de travail? C'est quoi la date? C'est quoi la tâche? Pendant combien de temps? Puis le niveau de pression acoustique. Puis on peut ajouter des nouvelles tâches. Puis on peut peser sur le bouton calculer. Bon, on ne fera pas toutes ces entrées-là manuellement là, avec vous aujourd'hui, mais bam, magie, ça va être ça le résultat que la calculette va vous sortir. Fait qu'on retrouve donc quelle date la mesure a été prise, nos activités, fileter les tuyaux, pendant combien de temps, les valeurs. Et là, ça vient nous donner le résultat. Fait que, par exemple, l'apprenti, un des deux collègues qu'on avait tantôt, la calculette nous prédit que cette personne-là va être surexposée. La flèche est dans le rouge, puis ça nous dit qu'on va être à 88,3 dBA. Puis là, on a une valeur à pas dépasser de 85. Et si on regarde l'autre qui avait les mêmes tâches, mais avec des durées de travail différentes, notre compagnon, malgré le fait qu'il ne sera pas exposé si longtemps à 90 dBA, 1h30 seulement, il va quand même se retrouver à être surexposé. Donc, en utilisant la calculette, l'employeur est capable de dire, wow, pendant cette journée-là, mes travailleurs vont être surexposés. Il y a des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je peux réorganiser le travail? Est-ce que je peux avoir plus qu'une équipe? Est-ce que je peux diviser mes équipes? Est-ce que je peux alterner des tâches? Puis peut-être que oui. Et sinon, le port de protecteur auditif va être obligatoire, puis les travailleurs devront être formés, comme j'en ai déjà parlé un petit peu tantôt. Dans l'obligation de formation, je vous ai mentionné là, que le code prévoit que les travailleurs, entre autres, soient formés sur la sélection, l'entretien, l'utilisation, l'inspection des protecteurs auditifs. Le choix des protecteurs auditifs fournis par l'employeur doit tenir compte, évidemment, de plusieurs éléments, du type de bruit. Est-ce qu'une communication est nécessaire pendant la tâche? Ça se peut que je sois surexposé au bruit, mais que la communication avec des collègues, la communication orale, verbale, soit absolument nécessaire, soit pour donner des consignes, recevoir des consignes, percevoir des signaux d'alerte. Fait que ça va venir influencer le choix du protecteur. Le niveau de bruit auquel on va être exposé. Hein, c'est ça, l'atténuation requise. Donc, les protecteurs ont différents niveaux d'efficacité. Les protecteurs doivent être donc choisis en fonction de ça. Les critères de confort, fait qu'il y a des critères extrêmement personnels. Non seulement confortable, on doit être capable de bien les ajuster et que ça ne cause pas de douleur, parce que si les protecteurs sont inconfortables, même s'ils ont la bonne atténuation, même si, par exemple, permet de la communication, s'ils sont inconfortables, c'est ça qui va arriver. On va les enlever. Puis le retrait même très temporaire des protecteurs auditifs vient presque annuler là, tout l'effet protecteur pour le reste de la journée. Les protecteurs doivent être choisis peut-être en condition de l'environnement de travail ou de la situation de travail. Par exemple, ici, pour faire l'enregistrement, ce n'est pas des protecteurs auditifs, j'ai un casque d'écoute, mais dans une ambiance très chaude, par exemple, journée chaude à l'extérieur, humide, en plein été, peut-être que des coquilles, ça va devenir très inconfortable. Fait que la situation de travail, le niveau d'exposition, la combinaison de portée d'autres protecteurs auditifs. Moi, ça, c'est pas des protecteurs, ça, c'est pas des protecteurs. Ma correction de la vue,
Mais oui, ma branche de lunettes là, qui s'en vient ici derrière, ben, ça vient briser un peu l'étanchéité. Si j'avais des lunettes de sécurité avec des coquilles, ben, les branches de lunettes vont empêcher la coquille de bien se coller sur ma peau. Fait qu'il y a une combinaison là, d'éléments qui doivent être tenus en compte pour offrir un choix adéquat des protecteurs auditifs pour offrir une vraie protection. Donc, c'est un bref résumé de la réglementation. Je vous invite à aller chercher plus d'informations sur le site Internet de la CNESST. Ils ont plusieurs outils, des guides approfondis. Nous avons publié à l'ASP Construction dans notre bulletin du printemps un article sur le détail. Là, vous pourrez lire les articles aussi du Code de sécurité qui sont dans ça. Puis, bien entendu, notre formation Réduire l'exposition au bruit a été adaptée et est maintenant disponible. Là. Donc, c'est pour répondre aux exigences du Code sur la formation des travailleurs. Mais notre formation s'adresse, oui, aux travailleurs, mais s'adresse aussi aux employeurs. Donc, on va venir nommer et expliquer comme il faut c'est quoi les responsabilités de chacune des parties lorsque dans une situation de travail, on est à risque de dépasser les valeurs limites d'exposition au bruit. Espérant que ce webinaire vous sera utile, je vous invite à communiquer avec nous pour plus d'informations.